Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une institution que tout le monde connaît de nom en France, la Caisse d'allocation familiale, la fameuse CAF. C'est un vrai pilier de notre modèle social, mais au fond, comment ça marche vraiment? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Mais avant de rentrer dans le détail, dans les chiffres et les acronymes, arrêtons-nous une seconde sur une question plus fondamentale. Une question qui est vraiment à l'origine de tout ça. Parce que oui, cette idée d'un soutien de l'État aux familles, elle ne date pas d'hier. C'est le fruit d'une longue, longue histoire en France. Une histoire qui a progressivement transformé ce qui était de la simple charité en un véritable droit. Et quand on regarde le chemin parcouru, c'est assez fascinant. On part d'initiatives privées, presque des œuvres de charité au XIXe siècle, et puis, hop, en 1932, l'État s'en mêle, il tape du poing sur la table et il rend les allocations obligatoires pour les patrons. Mais le vrai Big Bang, le grand tournant, c'est 1945. Juste après la guerre, on crée la CAF telle qu'on la connaît, un système national, unifié, basé sur la solidarité. Alors aujourd'hui, concrètement, comment agit la CAF? En fait, elle a deux casquettes, deux missions qui sont à la fois très différentes et pourtant complètement liées l'une à l'autre. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. D'un côté, on a le soutien financier, le tangible, l'argent qui tombe sur le compte en banque, pour aider à payer le loyer ou les dépenses pour les enfants. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on pourrait appeler l'investissement sur le terrain. La CAF finance des crèches, des centres de loisirs, des services d'aide pour les parents. C'est à la fois une aide individuelle et un soutien à toute la collectivité. Et ce soutien financier, il est super large. Ça va de l'allocation de rentrée scolaire, le petit coup de pouce de septembre, au RSA, le revenu de solidarité active, qui est un filet de sécurité pour ceux qui ont très peu de ressources. Sans oublier, bien sûr, la AAH, l'allocation aux adultes handicapés, qui est absolument essentielle. Ok, mais une machine aussi énorme, avec autant de missions, comment est-ce qu'on la pilote au quotidien, sur l'ensemble du territoire? Eh bien, le système est assez malin. Il y a une tête, la CNAF, la Caisse nationale, qui à Paris fixe les grandes règles du jeu pour tout le monde. Mais les jambes, ce sont les 101 caisses locales, une par département. Et chacune adapte son action aux réalités de son territoire. C'est une sorte de pensée globale, agir local. Allez, on attaque maintenant un des plus gros paradoxes, un vrai casse-tête pour la CAF. Le système est là pour aider, on est d'accord. Mais que se passe-t-il quand l'aide n'atteint pas sa cible? C'est tout le drame du non-recours. Ce mot, le non-recours, il a l'air un peu technique, mais il cache une réalité, il faut le dire, assez dramatique. Des gens qui ont légalement droit à une aide ne la reçoivent pas, tout simplement parce qu'ils ne la demandent pas. C'est un vrai bug dans la matrice de la solidarité nationale. Et tenez-vous bien parce que l'ampleur du phénomène donne le vertige. Ces chiffres, même s'ils commencent à dater un peu, sont absolument frappants. Pour certaines aides clés, près des 2 tiers des personnes qui y avaient droit ne les touchaient pas. C'est énorme. Imaginez un peu les sommes, les milliards d'euros qui ne vont pas là où ils devraient aller. Alors pourquoi ce gâchis? Eh bien, les raisons sont multiples et complexes. Il y a ceux qui ne savent même pas qu'ils ont droit à quelque chose, d'autres sont complètement découragés par la complexité de la paperasse, et puis il y a la peur du contrôle. Face à ça, la CAF essaye de réagir, par exemple en organisant des rendez-vous des droits pour aller au-devant des gens. On voit bien le dilemme. La CAF est prise en étau. D'un côté, il faut tout faire pour que l'aide arrive à destination. Et de l'autre, il faut lutter contre ceux qui essayent de tricher et de profiter du système. C'est une bataille sur deux fronts, et ce n'est pas simple. Et côté fraude, les enjeux financiers sont colossaux. Regardez ce chiffre, plus de 350 millions d'euros de fraude détectés en une seule année. C'est en hausse de 13,5% par rapport à l'année d'avant. Et c'est le RSA qui est la prestation la plus touchée, ça représente plus de 60% des cas. Alors, pour mener cette guerre contre la fraude, la CAF a une nouvelle arme, l'algorithme. L'idée, c'est d'utiliser l'analyse de données pour repérer les profils à risque et cibler les contrôles. Mais là, on touche à un point ultra sensible. Est-ce qu'on peut vraiment confier à une machine le soin de débusquer les fraudeurs sans risquer de créer de l'injustice ou de la discrimination? C'est tout le débat qui agite la société en ce moment. L'efficacité contre l'équité. Et cette question de la technologie, elle nous amène tout droit au dernier grand chantier de la CAF, sa transformation numérique massive. Le tableau a deux faces, comme souvent. Côté pile, la promesse est belle. Tout faire en ligne, plus vite, plus simplement, accessible 24 heures sur 24. C'est le rêve. Mais côté face, il y a le risque, le péril de la fracture numérique. Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui ne sont pas à l'aise avec un ordinateur, avec Internet? On les laisse sur le bord de la route? C'est le grand dilemme de la modernisation. Et cette tension, elle n'est plus du tout théorique. Elle est si forte qu'elle a atterri devant la plus haute juridiction administrative française, le Conseil d'État. Des associations, comme le montre cette citation, ont carrément attaqué en justice l'utilisation de ces outils de surveillance automatisés. Le débat n'est plus juste technique, il est devenu juridique
et profondément politique. Ce qui nous laisse avec cette immense question. Une question qui dépasse de loin le seul cas de la CAF. À l'heure où tout devient numérique, comment fait-on pour moderniser nos services publics sans laisser quiconque de côté? Comment s'assurer que la technologie reste un outil au service de l'humain et pas l'inverse? C'est tout l'enjeu pour que cette promesse de solidarité dont on parlait au début reste une réalité concrète pour tout le monde.